Yo les refs, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour un débrief mais pour un double débrief. On va revenir sur l'entrée en liste de deux des favoris, deux des prétendants au titre dans ce mondial 2022. Je parle bien entendu du Portugal et du Brésil qui ont entamé leur compétition hier face au Ghana et à la Serbie. Avant qu'on revienne sur les deux matchs, sur les équipes concoctées par Fernando Santos et par Tite, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous avez affiché sur les dernières vidéos. Et comme d'habitude, à vous dire que si jamais vous appréciez le travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, c'est très important et ça me soutient beaucoup. Maintenant, on est parti, on va commencer par débriefer la première rencontre qui a eu lieu hier, le match Portugal-Ghana. Alors, ce Portugal-Ghana, il y a beaucoup de monde qui attendait l'entrée en liste des Portugais, qui attendait de voir dans quel état d'esprit cette équipe portugaise et plus principalement Cristiano Ronaldo allait arriver à ce mondial 2022. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, le Portugal a répondu présent. Alors, avant qu'on parle du match, qu'on revienne sur ce qui s'est passé, on va faire un petit point sur le 11 de départ aligné par Fernando Santos, un 4-3-3 classique avec quand même une ou deux surprises selon moi. Alors derrière il n'y en avait pas puisqu'on retrouvait Diogo Costa, le gardien de Porto dans les buts, qui est en très grande forme, qui a fait un très bon début de saison avec Porto. Il a déjà arrêté plusieurs pénaltys en Ligue des Champions cette année, donc voilà, sa place dans les buts était totalement méritée. Derrière à gauche on retrouvait Rafael Guerreiro, étant donné que Nuno Mendes était blessé et ne pouvait pas commencer le match. C'était une des surprises de ce 11 de départ de Fernando Santos. Dans l'axe on retrouvait Danilo et Ruben Dias. Là pareil, demi-surprise, moi je m'attendais plus à voir Pepe titulaire plutôt que Danilo Pereira, mais au vu de son début de saison avec Paris, c'est pas immérité, parce que moi je trouve que c'est un bon joueur et je trouve qu'à chaque fois qu'il joue avec Paris, il répond présent, que ce soit au milieu ou derrière. Et à droite, sans surprise, on retrouvait le latéral de Manchester City, Joao Cancelo. Au milieu, on avait un milieu à 3 avec Ruben Neves, le joueur de Wolverhampton, Otavio et Bernardo Silva. Et enfin, devant, pour animer l'attaque portugaise, on retrouvait bien évidemment en pointe Cristiano Ronaldo, entouré à gauche de Joao Félix et à droite de Bruno Fernandes. Alors, une des surprises pour moi, c'était de voir la non-titularisation de Rafael Leao, qui est quand même depuis un an et demi dans une forme resplendissante avec le Milan AC. Je l'attendais vraiment titulaire. Moi, je pensais plutôt qu'on allait voir Bruno Fernandes un cran plus bas dans le milieu à la place d'Otavio et une attaque avec Ronaldo, Félix et Leao. Bon, l'attaque Félix, Ronaldo, Fernandes, c'est quand même du très sérieux. D'ailleurs, le fait que Rafael Leao soit sur le banc avec le niveau qu'il affiche, ça montre quand même la concurrence au sein de cette équipe portugaise. Donc voilà, un 11 très costaud côté portugais. En face côté ghanéen, on avait un 11 de départ, une composition avec une défense à 5, pas mal de joueurs qu'on connaît bien, que ce soit dans le championnat de France ou en Angleterre. Je pense notamment à André Ayew, le joueur qui est passé par Marseille. Il y avait deux ou trois joueurs de Ligue 1 dans ce 11 ghanéen, avec Alexander Djikou, Seydou et Mensah. Donc voilà, il y avait pas mal de joueurs qu'on connaissait. Le Ghana qui avait opté pour une défense à 5 qui laissait paraître quand même qu'ils allaient chercher plus à défendre et à sortir en compte plutôt qu'à maîtriser le ballon. La première mi-temps, le Portugal avait le ballon, a clairement dominé dans la possession, mais c'est pas créé d'occasion de fou, sincèrement. Il y a eu un but refusé à Cristiano Ronaldo pour une faute. Sincèrement, si ce but-là est accepté, moi ça me choque pas parce que je trouve pas que la faute elle soit vraiment flagrante quand il essaye de prendre la position face à Djikou. Donc voilà. Hormis ce but refusé pour Cristiano Ronaldo, il n'y a pas eu non plus d'occasion de fou pour le Portugal. Ils ont dominé la première mi-temps, mais voilà, c'était assez stérile comme domination. C'était beaucoup de passes latérales, de passes vers l'arrière. Le Ghana c'est pareil. Le Ghana n'a pas eu d'action dangereuse en première mi-temps. Ils ont même eu du mal à toucher leurs deux attaquants, André Ayew et Iñaki Williams. Tout s'est emballé après la pause. Sincèrement, après avoir vu la première mi-temps, ça s'est fini à 0-0 à la mi-temps, je m'attendais vraiment pas à voir 5 buts dans le match. Si à la mi-temps on m'avait dit que ça allait finir à 3-2 pour le Portugal, j'y aurais vraiment pas cru. Mais le fait est que le match s'est emballé après la pause. Alors, je vais pas revenir sur la légitimité du penalty obtenu par Cristiano Ronaldo. De toute façon, on voit des aberrations tous les jours, des pénaltys qui devraient être sifflés qui ne le sont pas, des pénaltys qui ne sont pas sifflés qui devraient ne pas être sifflés qui le sont. Enfin bref.
Le fait est que Cristiano Ronaldo a obtenu un penalty qu'il a transformé lui-même et il est par la même occasion devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire un but dans 5 Coupes du Monde différentes. C'est quand même incroyable hein, comme exploit. Il a marqué lors de la Coupe du Monde 2006, 2010, 2014, 2018 et désormais dans cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà, c'est quand même un record qui prouve la longévité hein, de Cristiano Ronaldo au plus haut niveau. Donc voilà, c'est quand même à souligner. Après ça, on a eu une égalisation du Ghana sur un but un petit peu casquette pour être honnête, parce que c'est un centre en retrait, le ballon passe sous le pied de Danilo, il loupe son dégagement, il y a un contre, au final André Ayew a plus qu'à la pousser dans le but vide, donc voilà, c'était pas le but de l'année, le fait est que le Ghana a quand même réussi à égaliser, et derrière ça a remis un petit coup de fouet aux Portugais, hein. Ils sont sortis 2 fois en contre, ils ont mis 2 buts, le premier avec une belle ouverture de balle de Fernandez, je crois, vers Joao Félix, il s'en est allé tout seul défier le gardien ghanéen et mettre la balle au fond des filets. Et le troisième but portugais, il a été inscrit justement par Rafael Leao qui est entré en cours de jeu. Alors, en soi, la victoire portugaise est méritée. Le Ghana réussira quand même à réduire l'écart en fin de match avec un deuxième but. D'ailleurs, le joueur ghanéen qui fait la célébration de Cristiano face au Portugal alors qu'il est mené 3-2 à 5 minutes de la fin, c'était quand même drôle. Ça n'a pas trop plu à Cristiano Ronaldo sur le banc, mais voilà, il s'en est excusé aujourd'hui. Il a dit qu'il était pris par l'émotion et qu'il se serait pas permis de manquer de respect à une de ses idoles. Enfin, voilà, ça restera un des moments marquants, je pense, de cette phase de groupe de Coupe du Monde. Et d'ailleurs, le Ghana a bien failli égaliser. Hein, la toute dernière seconde, une erreur invraisemblable de Diogo Costa, hein, le gardien portugais qui n'a pas regardé derrière lui, qui a posé le ballon au sol pour dégager au pied alors qu'il restait même pas 30 secondes. Iñaki Williams qui a surgi de derrière lui et qui sincèrement, hein, c'est terrible parce qu'il arrive à se glisser derrière lui, à récupérer le ballon et au moment où il veut frapper, il glisse. Je vous remets les images juste ici si vous les avez pas vues, mais c'était quand même, c'est le genre de but de gag qu'on voit dans des bêtisiers sur YouTube. Donc voilà, ça a failli arriver au Portugal, ça aurait quand même fait tâche après le match qu'ils ont fait. Mais voilà, finalement, ils l'ont échappé belle. Et le fait est que le résultat, le match a terminé à 3-2 pour le Portugal. Dans l'ensemble, c'est clairement une victoire méritée. Hein. Je veux dire, les stats parlent d'elles-mêmes. Le Portugal a eu plus de 60% de possession de balle. Au niveau des frappes, je crois que le Portugal a fini avec 11 tirs et 7 ou 8 pour le Ghana. Donc c'est pas si déséquilibré que ça. Mais en termes d'occasions dangereuses, le Portugal a quand même prouvé bien plus de choses offensivement que le Ghana, qui s'est souvent contenté d'essayer de sortir en contre hein, pour inquiéter cette défense portugaise. Alors, tout n'était pas parfait dans l'entrée en liste des Portugais. Hein. Il y avait quand même pas mal de phases de jeu où on sentait que ça manquait un peu surtout en première mi-temps notamment, que ça manquait de dynamisme, ça manquait de liant au milieu de terrain. J'ai trouvé que Ruben Neves était un petit peu le seul à essayer de faire ce lien entre la défense et l'attaque. Bruno Fernandes, on l'a pas trop vu en première mi-temps. Bernardo Silva, c'est pareil, il redescendait souvent assez bas pour chercher les ballons, mais du coup, il n'avait pas assez de relais devant lui pour essayer de toucher ses attaquants. Je crois qu'en première mi-temps, Cristiano Ronaldo, il a dû toucher un ou deux ballons grand max dans la surface adverse. Donc voilà, c'était clairement pas assez pour marquer. Le Portugal s'est réveillé en deuxième mi-temps et a montré un visage bien plus conquérant et bien plus alléchant offensivement. Donc voilà, pour moi c'est un des favoris de cette compétition. Hein. Je l'ai dit, je les ai mis gagnants. Leur entrée en lice m'a quand même pas mal rassuré par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de favoris qui n'ont pas réussi à s'imposer déjà tout simplement. Je pense notamment à l'Argentine, à l'Allemagne. Voilà, il n'y a pas énormément de favoris qui ont vraiment fait le taf à part l'équipe de France. Donc voilà, c'était rassurant pour les Portugais. Moi je pense qu'ils vont finir premier du groupe, surtout que dans l'autre match hein, de ce groupe un peu plus tôt dans la journée, l'Uruguay a fait match nul 0-0 face à la Corée du Sud. Vraiment une purge hein. Le match là, pour ceux qui se sont amusés à le débriefer, sincèrement chapeau les gars, parce que c'était vraiment une purge à regarder. Je vais même arrêter avant la fin pour être tout à fait honnête, parce qu'il était vraiment horrible. Donc voilà, le Portugal a déjà pris une sérieuse option sur la première place dans ce groupe. C'était un bon match de leur part. Maintenant il va falloir confirmer lors du prochain match. D'ailleurs je crois que c'est directement l'Uruguay
Oui, je crois que c'est directement l'Uruguay qui vont jouer au prochain match. Donc voilà, ça va être crucial pour eux de remporter ce deuxième match. Enfin voilà, le fait est que le Portugal a assuré son entrée en lice dans la compétition. Ils se sont fait peur, mais ils ont assuré le principal. Et maintenant qu'on a parlé de ce match Portugal-Ghana, on va passer au deuxième débrief de cette vidéo, celui de la rencontre entre le Brésil et la Serbie. Allez, c'est parti, maintenant place au débrief de ce Brésil-Serbie. Le Brésil considéré comme le grand favori de cette Coupe du Monde 2022 qui entamait sa Coupe du Monde hier par... Pour moi, c'était clairement pas la rencontre la plus simple. Je pensais vraiment que la Serbie, ça allait être l'équipe qui allait donner le plus de fil à retordre aux Brésiliens. Le fait est de constater que ça n'a pas du tout été le cas, pour être honnête. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle clairement du match en lui-même, on va refaire un petit point sur les deux compositions d'équipe. Si jamais vous les aviez pas vues, je vous les réaffiche juste ici. Alors, pour le Brésil, on avait un système en 4-3-3 plus que classique avec Alisson, le gardien de Liverpool, dans les buts. Moi, j'avais annoncé qu'il serait titulaire. Il n'y avait rien de surprenant au vu de son début de saison. Pour moi, il méritait cette place devant Ederson. Dans l'axe, une charnière centrale composée de Thiago Silva et de Marquinhos. Jusque-là, pareil, c'était du classique. Et sur les côtés, on avait les latéraux de la Juventus, avec Alexandro d'un côté et Danilo de l'autre. Au milieu de terrain, un milieu à 3, avec Casemiro en point de base devant la défense. Devant lui, on retrouvait Neymar et Paqueta. Et pour emmener cette attaque brésilienne, on retrouvait Richarlison en pointe, Rafinha à droite et Vinicius à gauche. Alors, quelques surprises dans ce 11 de départ brésilien. Un ou deux joueurs que j'attendais pas du tout, à commencer par Paqueta. Sincèrement, que l'on titularise Paqueta à la place de Bruno Guimaraes dans ce système-là, au vu du début de saison des deux joueurs, je trouve ça un peu scandaleux parce que Paqueta, que ce soit ses 6 derniers mois à Lyon ou là son début de saison avec West Ham, il est clairement pas dans le coup. C'est pas le meilleur Paqueta qu'on connaisse, il est loin de son meilleur niveau. Au contraire, Bruno Guimaraes qui fait vraiment une saison de fou avec Newcastle, j'aurais beaucoup aimé le voir sur le terrain, surtout dans ce rôle de milieu défensif relayeur qui est quand même bien plus Guimarães est quand même bien plus taillé pour occuper ce rôle-là que Paqueta, qui est plus un milieu offensif, un créateur, quelqu'un qui apporte le danger. Donc voilà, j'étais un peu surpris de voir Paqueta. Sur les côtés, Vinicius et Rafinha. Alors Vinicius, c'est pas une surprise, tout le monde l'attendait à ce poste-là. Rafinha un peu plus, j'aurais bien aimé voir Gabriel Martinelli jouer, parce que pareil, au vu de son début de saison avec Arsenal, je pense qu'il méritait une chance de starter. Et devant, pareil, je m'attendais à voir Gabriel Jesus. Au final, c'est Richarlison qui a été choisi. Alors, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, c'est vraiment un joueur que j'aime pas, même si hier il m'a fait mentir vu qu'il a mis 2 très très beaux buts, mais voilà, il y avait quand même quelques petites surprises dans ce 11 brésilien. Et côté de la Serbie, on avait un système en 3-4-3 classique, avec une animation offensive emmenée par Tadic et puis Aleksandar Mitrovic, le buteur de Fulham. Donc voilà, rien de surprenant dans la composition d'équipe côté serbe. Maintenant, pour parler du match en lui-même, alors c'était clairement pas le type de rencontre auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à voir des joueurs serbes dans le combat, dans l'agressivité, qui allaient embêter les Brésiliens au maximum, un peu de la même façon que l'Arabie Saoudite l'a fait face à l'Argentine. On sent que l'Argentine a vraiment été gênée par l'impact physique mis par les Saoudiens. Hier, je pensais que ça allait être pareil pour le Brésil, le fait de constater que pas du tout. En fait, j'ai trouvé les joueurs serbes vraiment pas dans le coup, que ce soit physiquement, techniquement, c'était un peu hasardeux aussi. Il n'y avait pas vraiment d'envie de garder le ballon, de se projeter en ombre vers l'avant. Enfin voilà, j'ai trouvé cette équipe serbe bien moins convaincante que ce que je pensais, pour être honnête. D'ailleurs, ça m'inquiète un peu parce que dans mon classement, moi, je les ai mis deuxième de ce groupe. Et au vu de leurs prestations, sincèrement, j'ai du mal à voir comment ils vont remonter la pente pour finir deuxième de ce groupe-là, mais bon, on va voir. Côté brésilien, alors un peu de la même façon que le Portugal l'a fait en début d'après-midi, ils ont dominé la première mi-temps, ils avaient le ballon, ils se sont pas créés énormément d'occasions dangereuses en première mi-temps. Le Brésil, sincèrement, ça ronronnait, ça jouait à la baballe. Alors ça a multiplié les passes, il y a eu quelques tentatives à droite à gauche. Vinicius a eu une belle occasion en première mi-temps, mais à part ça, c'était quand même devant le but serbe, c'était quand même pas convaincant à 100%. Je m'attendais à voir le Brésil un peu plus juste techniquement et en termes d'intensité, en termes de rythme, je les attendais quand même un cran au-dessus, pour être honnête, par rapport à ce qu'ils ont montré en première mi-temps.
Et de la même façon, pareil encore une fois que dans le match du Portugal, ça s'est un peu emballé en deuxième mi-temps avec l'ouverture du score de Richarlison, qui a d'ailleurs rapidement doublé la mise sur une magnifique retournée acrobatique. Hein. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller voir le but, parce que c'est quand même moi Richarlison, c'est vraiment un joueur que j'aime pas et que je ne trouve pas très très fort, pour être tout à fait honnête. Je suis quand même obligé de reconnaître que hier il a fait un très bon match et il a mis un très beau but. Alors il y a quand même il y a quand même quelques points négatifs dans cette soirée pour le Brésil. Premièrement, la grosse inquiétude autour de Neymar, qui est sorti sur un contact qui paraissait anodin, et puis après quand les photos ont commencé à sortir, on a vu que sur un tacle, je sais plus c'est qui le joueur serbe qui l'a taclé, mais la cheville de Neymar a tourné complètement. Je vous remets la photo juste ici si jamais vous l'avez pas vu. Sa cheville a tourné complètement, et pareil, il y a des photos de sa cheville qui sont sorties après le match. On voyait vraiment qu'elle avait doublé de volume. Le médecin de la sélection brésilienne a dit qu'il s'était fait une entorse et qu'il ne comptait absolument pas abandonner ses coéquipiers. De ce que j'ai lu, on tablerait sur un retour dès les huitièmes de finale. Donc voilà, bon, je pense pas qu'il y ait un monde où le Brésil se fasse éliminer avant, hein, sincèrement, surtout avec la victoire d'hier. Pour moi, ils sont quasiment déjà assurés de la première place. Mais quand même, le Brésil va devoir faire probablement sans Neymar pour les 2 derniers matchs de poule. S'il peut revenir à 100%, je pense qu'il vaut mieux clairement attendre le huitième de finale, hein, plutôt que d'essayer de le faire reprendre trop tôt. Mais voilà, quand même petite inquiétude autour de la star brésilienne de cette équipe. Et maintenant, pour ce qui est du jeu, sincèrement, j'aurais vraiment bien aimé voir le Brésil un peu plus conquérant, un peu plus convaincant, notamment offensivement, parce que défensivement, ils ont vraiment pas été mis en danger. Hein. J'ai pas souvenir d'avoir vu une attaque serbe dangereuse. Je vous remets les stats juste ici, mais sincèrement, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Le Brésil a quasiment 60% de possession sur le match. Ils ont fait plus de 20 frappes, quand la Serbie en ont même pas fait 6 ou 7, je crois. Donc voilà, la Serbie n'a pas été dangereux. Défensivement, le Brésil a pas été en danger. Mais offensivement, j'ai trouvé que voilà, ça manquait quand même de tranchant par moment. Oh pardon. Boire ça avant de m'étouffer. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de chez Coca qui passe sur la vidéo, n'hésitez pas à me sponsoriser, les refs, ça ferait plaisir. Mais voilà, où j'en étais. Ah oui. J'ai trouvé que les attaques brésiliennes manquaient de tranchant à certains moments, pour être honnête. Même Neymar, hein, en première mi-temps, je l'ai pas trouvé aussi décisif et aussi vif que ce qu'il est avec le PSG depuis le début de saison. Il y a que Vinicius en première mi-temps que j'ai trouvé assez au niveau de son début de saison, hein, qui essayait vraiment d'apporter du danger, de créer. Pareil dans les combinaisons, c'était quand même un peu approximatif. Plusieurs fois, le Brésil a perdu la balle devant la surface serbe en essayant de combiner. Donc voilà, c'était pas un grand Brésil. Maintenant, ils ont assuré, ils ont fait le principal. Ils ont lancé leur Coupe du Monde de la meilleure des manières. Hein. On sait que c'est toujours très important de gagner le premier match pour pas se retrouver en difficulté. Après, je m'attendais, pour être honnête, clairement, comme je l'ai dit, à une résistance serbe à un niveau un peu plus élevé que ce qui était hier. Donc voilà. On va bien voir ce que ça donnera pour le Brésil pour la suite de la compétition. J'ai hâte de voir dans quel système va évoluer Tite maintenant que Neymar est out pour les 2 derniers matchs de poule. Est-ce qu'il va rester dans ce système-là et faire rentrer Guimarães avec un Paqueta qui va passer en 10? Est-ce qu'il va changer de système? Voilà, je demande vraiment à voir ce que ça va donner. C'était tout parce que sincèrement, j'aurais bien voulu m'étaler un peu plus sur le match du Brésil, mais il n'était pas incroyable non plus, donc voilà. On va pas s'étaler en longueur. C'était tout pour le débrief de ce Brésil-Serbie. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, comme d'hab les refs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des prestations portugaises et brésiliennes. J'aimerais bien avoir vos avis concernant ces 2 matchs-là, voir ce que vous pensez des individualités et des collectifs. Donc voilà, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine les refs, prenez soin de vous.